Il est 13h30. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, avec l'intention de la donner, d'Arthur Gordon. Longtemps après avoir été banni de son esprit, la scène continue à revenir dans ses rêves, avec une netteté impressionnante, comme si elle était gravée dans sa mémoire par quelques procédés psychiques cautérisants. La plage ivoirine sous la lune, les petites vagues tièdes qui viennent mourir à ses pieds, la silhouette recroquevillée sur le ventre. Pourtant, tout a commencé par un week-end on ne peut plus prometteur. Alors qu'il vient de négocier d'excellentes affaires à la Jamaïque et qu'il s'apprête à reprendre l'avion pour Miami, Paxton, le directeur du bureau local, l'en dissuade. « Johnny, pourquoi ne pas vous accorder un répit, mon vieux? Faites un saut jusqu'au côté frais de l'île et passez le week-end à Haddon Hall avant de rentrer chez vous. » Vous avez peut-être raison, Paxton. Mais Haddon Hall vaut-il vraiment le détour? S'il vaut le détour, et comment? C'est la meilleure plage de l'île, la mieux fréquentée, si vous voyez ce que je veux dire. Aucune raison qu'un jeune célibataire comme vous n'y rencontre l'âme sœur. C'est loin de l'aéroport? N'y pensez pas. Leur break est à l'arrivée de tous les avions. Dans ce cas, je trouve votre suggestion excellente, Paxton. Paxton n'a exagéré en rien, car, sitôt descendu de l'avion, il rencontre l'âme sœur dans le break qui l'attend, comme promis. En suivant le chauffeur qui porte ses bagages, il voit son profil encadré dans la vitre du break. Et il a l'impression bizarre qu'elle attend quelque chose avec une sorte d'impatience maîtrisée. C'est quand elle tourne la tête dans sa direction qu'il subit l'impact des cheveux châtains, de la peau dorée et des yeux verts océan, des yeux qu'il évalue et ne semble pas mécontent de ce qu'il voit. Il monte et tend la main. « Je suis John Haken », dit-il. « J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre. » La main de la jeune femme est ferme et fraîche, malgré l'atmosphère surchauffée de la voiture. « Je suis Jeanne Livingstone. Rassurez-vous, ça n'était pas long. » Sa voix est amicale, mais de nouveau, il a cette brève intuition de calme superficiel, masquant une forte tension. « C'est votre premier séjour à la Jamaïque ?» demande-t-il alors qu'il démarre. Quelques kilomètres de chaleur et de poussière plus loin, il fait une nouvelle tentative. Haddon Hall propose beaucoup d'activités, paraît-il. Tennis, équitation, natation. Quelle est votre préférence? La natation. Certainement la natation, répond-elle en regardant la baie de jade et de turquoise. Il s'adosse à la banquette, attentif à ne pas frôler sa voisine, stupéfait de la force de l'impulsion qui l'y incite. Personnellement, je manque de pratique. Peut-être pourriez-vous me donner quelques leçons? Une ride apparaît sur son front comme si cette suggestion anodine la contrariait. Il se demande s'il n'est pas en train de l'importuner, tandis qu'une subtile bouffée de parfum le frôle. Mais j'en serais ravi, monsieur Haken. Dans ce cas, appelez-moi Johnny, ce sera plus pratique. Entendu, Johnny. Elle se tourne pour contempler l'océan et, dans l'heure qui suit,
ne dit plus un mot. De temps en temps, quand le break négocie un virage serré, son épaule touche légèrement celle d'Aiken. Il a l'impression qu'elle est également consciente de ce contact, mais n'en manifeste rien. Quand ils arrivent à Haddon Hall, une ancienne plantation transformée en hôtel de luxe, ils se rendent compte de la pâleur de Jeanne Livingstone et de ses mains fortement crispées. Quelque chose ne va pas? Ne peut-il s'empêcher de murmurer? Il secoue la tête, ses mains se détendent. C'est la chaleur, Johnny. Simplement la chaleur. L'endroit est bien comme l'a décrit Paxton. De grandes vérandas, de frais murs blancs, des salles sombres où étincelle l'argenterie. La propriétaire, une Écossaise nommée Mackie, vient les accueillir et leur indique leur chambre. Aiken défait rapidement sa valise, enveloppe son slip de bain dans une serviette et redescend le grand escalier tournant. La réception est déserte. En passant, il ne peut résister à la tentation de jeter un coup d'œil au registre en quête de noms connus. Sa curiosité ne le déçoit pas car il reconnaît plusieurs personnalités new-yorkaises du spectacle. Il sursaute à l'avant-dernière inscription, Monsieur et Madame Hess Murdoch, et juste en dessous, un seul nom, Antonio Cappa. Aiken ferme le registre avec une grimace de dégoût. Hess Murdoch, jeu, trafic en tout genre, grand brassage d'argent, soupçonné d'appartenir au milieu, mais jamais arrêté. Un personnage qui s'est attiré tellement de haine qu'il ne se déplace jamais sans garde du corps. La rumeur publique précise également que les femmes, enfin certaines femmes, éprouvent pour lui autant de penchant qu'il en éprouve pour elle. Il en est là de ses pensées quand une voix le fait sursauter. « Hello !» Un homme de haute taille en chemise et short kaki lui tend la main. « Je m'appelle Davis. Mackie m'a dit que vous allez vous baigner. Ça ne vous fait rien si je vous accompagne? » Mais non, bien sûr que non. L'homme a quelque chose de solide et direct qui lui est sympathique. « Le break nous attend pour nous conduire à la plage, » répond Davis. « Et Miss Livingstone est dedans. Vous en avez beaucoup, des commères aux États-Unis? » Aiken sourit. « Quelques-unes, oui. Vous êtes anglais, n'est-ce pas? Ça s'entend aussi fort. » La plage est un arc de cercle paisible, magnifique, avec ses grands palmiers qui se penchent sur l'eau. L'endroit est ravissant, pas de doute, fait Davis. Mais je ne voudrais pas y vivre tout le temps. Les fleurs sont trop grosses, le soleil trop fort, la mer trop bleue. Les sentiments subissent le contre-coup. Si quelqu'un vous agace, vous avez envie de le tuer. Et si vous voyez une jolie fille... J'ai une fiancée à Londres, vous comprenez? Mais... Il s'arrête au milieu de sa phrase. Jeanne sort d'une cabine vêtue d'un maillot noir qui lui colle au corps comme une seconde peau. Davis émet un sifflement presque inaudible et Aiken ressent aussitôt une bouffée de colère telle qu'il en est surpris. Jeanne s'arrête au bord de l'eau, lève les bras, plonge et disparaît. Ils attendent 15 secondes, 30, 40. Davis murmure inquiet. Mais que se passe-t-il? Elle est sous l'eau depuis... Brusquement, Jeanne fait surface à une 50aine de mètres, leur fait signe et plonge à nouveau. Aiken file se changer dans une cabine et la rejoint. Il n'a pas nagé 20 mètres que surgit le visage de Jeanne. C'est merveilleux au fond, venez, je vais vous montrer. Respirez plusieurs fois profondément, ça oxygénera votre sang. Il suit sa recommandation et se laisse entraîner sous l'eau.
Ils descendent jusqu'à ce que la pression lui fasse vibrer les tympans. L'eau est particulièrement claire. Aiken aperçoit une conque géante alors que l'air commence à lui manquer. Sa compagne, qui l'a vu aussi, lui tire la main, mais il secoue la tête et indique la surface. Elle le lâche et descend en spirale, tandis qu'il remonte. Il n'a pas encore retrouvé son souffle qu'elle le rejoint. « Regardez, je l'ai eu !» fait-elle en brandissant le coquillage. « Vous êtes étonnante, mais par quoi remplacez-vous l'air ? » « Une question d'habitude. Je nage depuis l'âge de 3 ans. » Sa voix change subitement. On dirait que nous avons de la visite. Aiken pivote sur lui-même. Un couple de cavaliers les observe de la plage. Ce doit être les Murdoch, fait Jeanne. Mais qui m'a dit qu'ils étaient sortis à cheval? Vous connaissez S. Murdoch? Non, mais j'ai très envie de faire sa connaissance. Jeanne regagne le rivage d'un crawl impeccable, s'approche du cavalier, incline la tête en réponse à la présentation de Davis, puis allonge la main pour caresser le nez de la monture. L'homme se penche pour lui parler et, même à cette distance, produit une impression qui crispe Aiken. La froideur arrogante du prédateur. De toute évidence, l'épouse de Murdoch sent quelque chose aussi, car elle fait brusquement virer son cheval, le cravache et repart au galop à Haddon Hall. Johnny Aiken souffre-t-il d'un accès de jalousie puérile ou s'est-il complètement trompé sur le compte de Jeanne Livingstone? Vous le saurez dans un instant. Aiken regagne le rivage en une brasse lente qui, espère-t-il vainement, le calmera. En sortant de l'eau, il constate que Murdoch est plus jeune qu'il ne s'y attendait et aussi plus beau, si on aime ce type d'homme qui semble sortir d'une revue de mode. À peine hoche-t-il la tête quand Davis lui présente Aiken. Son attention est concentrée sur les épaules nues de Jeanne Livingstone. Elle lui sourit et Aiken a le sentiment qu'elle s'offre délibérément à son examen et à son approbation. C'est alors qu'un troisième cavalier les rejoint et descend maladroitement de cheval. Murdoch se redresse en riant. « Et alors, Kappa, pas trop courbattu ?» Cette plaisanterie aurait pu être sans malice, n'était le ton de Murdoch, cette pointe de raillerie traduisant un secret mépris pour Kappa et sans doute pour le reste de l'humanité. Kappa bombe le torse, sans répondre. Et Aiken est surpris par sa petite taille, ses mains déliées et frêles, son visage presque enfantin, si l'on en ignorait le regard. Une ombre traverse la plage, rapide et silencieuse. En levant les yeux, Aiken aperçoit un grand vautour. Murdoch hoche la tête. 20$ que vous n'arriverez pas à le descendre, Kappa. Vous aimez perdre de l'argent, Seigneur. Kappa paraît se replier sur lui-même d'un mouvement souple et indescriptible et subitement, le revolver qu'il a en main tire 3 fois. Le mouvement parfait de l'oiseau est cassé net par cet acte de mort et se termine dans un plongeon absurde à quelques mètres du rivage. Tout le monde se tait. Finalement, Murdoch dit négligemment « D'accord, Kappa, je vous dois 20$. » Puis, se penchant vers Jeanne, « Que diriez-vous d'un verre au bar quand vous aurez fini de jouer les sirènes ?»« J'y penserai, » fait-elle, tandis que Murdoch rassemble ses rênes et enfonce les talons dans les flancs de sa monture.
Kappa se remet en selle et le rejoint. Jeanne les regarde un instant et, avec un mouvement qui pourrait être un haussement d'épaule ou un frisson, regagne sa cabine de bain. Aiken jette un coup d'œil à Davis. Des types assez répugnants, si vous voulez mon avis, fait Davis. C'est Kappa qui prend plaisir à tuer sans raison. Quant à Murdoch, il ne se gêne guère devant son épouse. Heureusement, la belle Hélène cache difficilement ses sentiments. Vous verrez. À l'heure du thé, Murdoch, en costume de cheval, fait son apparition sur la terrasse. Kappa, silencieux et vigilant, le suit comme une ombre. Après un regard froid à la ronde, il se dirige directement vers Jeanne. Le bar n'est pas encore officiellement ouvert, mais je peux persuader le barman de nous servir autre chose que du thé. Elle lève les yeux. Aiken voit le sang battre légèrement dans le creux de sa gorge. Elle acquiesce et se lève sans un mot. Murdoch lui prend le bras. Dans le silence général, et l'emmène au bar. Aiken entend un bruit de pas et se retourne. Hélène Murdoch est là, qui les regarde. Cette femme, qui a dû être ravissante, semble usée, autant par la jalousie et la colère que par l'âge. Kappa vient à elle, lui offre une cigarette et l'allume. Hélène Murdoch, subjuguée par la porte du bar, tire quelques bouffées, la jette rageusement et va rejoindre son mari. Mue par une impulsion incontrôlable, Aiken la suit quelques instants plus tard. Au bar, un serveur remplit les verres de Jeanne et d'Ace Murdoch qui regarde entrer sa femme avec une délectation sardonique. Je croyais que tu avais ton compte, ma chère, mais si tu as vraiment besoin d'un autre verre, prends le mien. Aucun doute qu'il n'exalte ton charme fatal. D'un geste convulsif, Hélène prend le verre et le lance dans la grande glace derrière le bar, la brisant en éclats. Jeanne repousse son tabouret et sort rapidement. Aiken la rejoint, respirant difficilement comme s'il avait couru. Vous connaissez ce genre d'homme, et pourtant vous... Jeanne le foudroie du regard. Oh, vous, occupez-vous de vos affaires. Il la regarde monter l'escalier et disparaître. Adossé au mur, Kappa l'observe. Furieux, Aiken dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ?» Le petit homme courbe ses minces épaules. « Peu de choses, Seigneur. Peu de choses. Rien que vous. » Après le dîner, un orchestre apparaît sur la terrasse. Murdoch traverse nonchalamment la salle à manger et s'incline devant Jeanne. Elle sourit et lui tend la main comme si rien ne s'était jamais passé. Par la porte ouverte, Aiken voit la jeune fille évoluer dans les bras d'Ace Murdoch, pressée contre lui, le visage au creux de son épaule. Il n'est pas le seul à les regarder. À quelque part, Hélène enfonce ses ongles dans la paume de ses mains. La révulsion et la colère qu'il ressent dépassent ce qu'il peut supporter. Il traverse la cour et gagne la route obscure. Derrière lui, la musique continue ironiquement en sourdine, tandis qu'il emprunte le chemin de la plage. Il s'arrête soudain à une centaine de mètres de l'hôtel, la tête dans les épaules, les poings dans les poches. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui me prend? Ce matin encore, j'ignorais toute son existence. Allez, ressaisis-toi, mon vieux. Elle est libre, après tout. Tout près de lui pousse un grand arbre dont les racines se tordent dans l'obscurité. Il s'y installe pour fumer une cigarette et se remettre les idées en place. Quelque part au loin dans les collines, un chien aboie.
Aiken ferme les yeux. Il entend leurs pas avant de les voir. Le plastron de l'homme et la robe de la jeune femme luisent sous la lune. Ils vont d'une allure rapide, serrés l'un contre l'autre, et le dépassent sans le voir. « Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si elle nous a vu partir ?» dit Murdoch. « Quelle importance! Elle piquera une colère de plus, ensuite elle boira. » Les mots se perdent, les pas s'éloignent, s'éteignent. Aiken reste immobile, s'efforçant de ne pas laisser son imagination suivre le couple enlacé. Mais il éprouve une telle frustration que c'est en vain. Il respire lentement en regardant les étoiles. Qu'avait donc dit Davis à propos de ce pays? Ah oui, les émotions subissent le contre-coup. Si quelqu'un vous ennuie, vous avez envie de le tuer. Et si vous voyez une jolie fille... Sacré Davis. Aiken se sent vidé, épuisé. Après tout, qu'ils gardent le secret de leur bain de minuit au clair de lune, songe-t-il en se levant. L'idée le frappe soudain. Il s'immobilise, se rappelant le monde sous-marin qu'il a découvert avec Jeanne, l'étreinte puissante de ses doigts quand elle l'attirait plus profondément, sa faculté fantastique à rester sous l'eau. Un cri étranglé jaillit du fond de sa gorge, tout s'éclaire. La tension nerveuse qu'il a perçue immédiatement, son comportement cynique pour attirer finalement Murdoch dans un coin perdu de la plage. Elle allait le tuer de la seule façon qui lui serait possible. Elle allait le noyer. Il virevolte et court vers la plage. Murdoch ne l'intéresse pas, plus mort que vivant, mais quelle que soit sa raison, il ne veut pas que Jeanne devienne une meurtrière. Il ne s'arrête qu'à bout de souffle sur le sable phosphorescent. Pendant un moment, il ne voit rien. La plage semble déserte. Au fur et à mesure que son cœur se calme, il aperçoit un mouvement furtif près d'un rocher. Les bras de Jeanne enlaçant Murdoch. Il jure intérieurement. Son maillot de bain noir la faisait se confondre avec la pierre sombre. Une vague se brise en écume neigeuse autour de leurs chevilles, tandis que Murdoch se penche sur Jeanne pour l'embrasser. Soudain, il voit Helen Murdoch surgir du sentier qui descend en zigzag de la terrasse du Haddon Hall vers la plage. Elle court droit vers son mari, trop occupée pour s'en apercevoir. Elle s'arrête à 1 mètre d'eux. Murdoch se retourne et Aiken l'entend nettement éclater de rire. 3 détonations fracassent le rire et le brisent. Murdoch s'écroule face en avant dans l'eau scintillante. Jeanne Livingston pousse un hurlement aigu, tandis qu'Aiken traverse précipitamment la plage. L'eau lui glace les chevilles, alors qu'il saisit Murdoch aux épaules et le traîne sur le sable. S. Murdoch est mort. Son beau visage ne fera plus battre aucun cœur. Une ombre remue, et, levant la tête, Aiken voit Kappa, le frêle garde du corps qui le fixe. Espèce d'idiot! Pourquoi lui avoir donné votre arme? Parce qu'elle me l'a demandé, Seigneur. Il l'avait bien cherché. Tant pis pour mes $20. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, avec l'intention de la donner d'Arthur Gordon.